des terminals à conteneurs, des autres terminaux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que le port de Dakar, avec son écosystème, port douane, sont les leaders de la mise en place du guichet unique portuaire. Et il y a une entité privée publique qui s'appelle Gaïne 2000, qui gère ce guichet unique, qui est une entité presque qui appartient à la douane, qui travaille dans l'innovation et dans la transformation digitale des outils de la douane. Et bien que la douane a aussi une DSI, mais aujourd'hui le guichet unique est plus porté par Gaïne 2000 et l'entité, comment ça s'appelle encore? Cap Sénégal maintenant, ça s'appelle Cap Dakar, port de Dakar, mais comme maintenant le port de Dakar gère tous les autres ports, ça s'appelle Cap Sénégal. Donc aujourd'hui, il faudrait que déjà le Sénégal aille vers la mise en place d'une autorité de gestion de ce guichet unique qui va centraliser aussi bien ces différents acteurs pour que ce guichet unique-là puisse avoir beaucoup plus de portée et intégrer aussi le guichet unique du commerce extérieur, d'avoir un seul guichet unique pour aussi bien le port que pour le commerce extérieur. Aujourd'hui, l'exemple du port de Dakar, comme vous le savez, les systèmes des différents concessionnaires ne sont pas intégrés au système portier. Hein. Donc, ils ont des passerelles d'échange, par exemple pour la facturation. Aujourd'hui, sur les engagements que ces concessionnaires ont pris, le port de Dakar n'a presque pas les moyens de contrôle sur la facturation. Donc, c'est des fichiers Excel qu'on les envoie pour facturer. Ils n'ont pas une connexion directe au système d'information de ces concessionnaires. Donc, l'objectif serait d'avoir, dans un objectif de contrôle, d'avoir une connexion directe au système d'information de ces différents concessionnaires. Et ça, comme on l'a dit, hein, il faudrait que l'État puisse l'imposer parce que ça fait partie des engagements que les concessionnaires ont pris pour la concession. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette partie de cet engagement n'est pas respectée par les différents concessionnaires. Donc, aujourd'hui, les éléments qui vont nous permettre, en sus de pouvoir faire ces contrôles-là, c'est le guichet unique, du fait que chaque acteur est obligé de faire des échanges à travers ce guichet unique. Donc, ce sera un élément de contrôle supplémentaire. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui en termes d'expérience. C'est que la mise en place d'un guichet unique va permettre de faire un alignement des différentes plateformes ou des différents systèmes d'information des acteurs, parce que tout le monde est obligé de transférer des données sur ce guichet unique-là. Donc, c'est ce que je voulais répondre sur cette question. J'ai bien répondu. I will answer first in French and then I will translate my answer and the questions. The questions that we got, one actually interesting, two completely different approaches to the same problem. The first gentleman was recommending the use of a sectorial approach, focusing on industries to find common solutions in a sector and then applying those to the broader edifice. He was also talking about how objects, programs, applications, services designed for ports are not designed with the security in mind. They're designed, they're applied in the port, and once they're used, then we start thinking about how do they affect the security edifice. The last gentleman was talking about how today ports are so complex that there is no visibility. The captaincy or the port authority has no visibility on tenders, on shipping companies, on the way that they operate. And that makes it very difficult to have any sort of meaningful change. Ce qui m'intéresse dans les deux questions qu'on a reçues, c'est ces deux visions complètement opposées au même problème. Monsieur, quand vous parliez d'une approche sectorielle, et bien sûr c'est très séduisant comme approche. C'est essentiel parce qu'il y a une connaissance à l'intérieur d'un secteur, des procès à l'intérieur d'un secteur qui se perd à une échelle plus globale ou nationale. Le problème de ça, c'est que ça renforce le silo. Ça renforce que tout le monde bosse avec ses amis, tout le monde bosse avec ses partenaires, tout le monde bosse dans son industrie. Et ensuite, le partage de ces informations, soit ne se fait pas, soit l'information est communiquée
d'une manière qui est censée pour le secteur qu'il a développé. Elle n'est pas communiquée d'une forme qui va être usable, utilisable ou même compréhensible, comme nous l'avons vu aujourd'hui avec le problème de communication, pour un port, par exemple, qui a une vue différente. Votre point sur les universités est excellent, je crois qu'absolument. Les universités, les business schools, les product developers, même l'école de ICT comme M. Berenzo a envie de créer au Sénégal, il faut que la sécurité fasse partie de la réflexion très très tôt. Sur le monsieur, notre collègue de Brazzaville, c'est une problématique globale. Que les autorités portuaires, les capitaineries, se sentent complètement hors de contrôle. Sentent que leurs ports sont devenus tellement grands, même des ports plus petits me disent, mais on ne peut pas contrôler ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe dans nos infrastructures portuaires. Ça commence avec la collection de données, comme disait notre collègue ici. Sans parler de données restreintes, sans parler de données privées, sans parler de données problématiques, juste une base de données qui traque où sont les saisies, où sont les perquisitions, quelles entreprises sont impliquées régulièrement, quelles plateformes financières sont impliquées régulièrement, ça donne des capacités d'opération. Les données deviennent opérationnelles très très vite, juste avec une collection basique de quelles entreprises, quels docks, quelles compagnies maritimes, quelles entreprises de fret, quelles entreprises de logistique sont plus impliquées plus régulièrement. Ce sont des données que tous les ports collectent. Ça commence là. Ça commence avec juste une vision globale pour pouvoir ensuite identifier les acteurs problématiques et essayer de régler le problème. Je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur. I'll just do 2 minutes in English for the things. My point being, the sectoral approach is extremely seductive because it's effective. An industry, a specific sector, a specific industry knows very well what the mechanisms are within itself, knows how to collect information, the players know each other. The problem is when you come to communicate a sectoral approach to a broader authority. A sectoral approach means that it's going to be developed by people who have an interest in protecting that sector, who are going to produce the data or produce the report in a language that is familiar to them, and that then when that is communicated to a port authority or a ministry or a police force, you lose efficiency. It's not communicated appropriately. As we've seen today, communications problems are problematic. The issue on data collection within a port and port authorities saying that they have no control, no vision of what is happening in their port, that is true. The way you start, and it's a start, the way you start to counter that is by making the basic data collection quickly operational. If by simply collecting data on which companies, which docks, which terminals, which players in the port sector are more frequently involved in drug seizures or cyber attacks, you begin to see at a very broad level a pattern of impact and which players you need to either educate or sanction. Merci beaucoup pour la traduction. On va juste collecter les informations. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que la vraie solution pour la cybersécurité serait de permettre aux petites entreprises de pouvoir investir dans des projets spatials tels que le monsieur de Tesla. Et si les petites entreprises africaines essaient d'investir dans des projets spatiaux, ça va pouvoir permettre la surveillance de la gestion maritime, la prévision météorologique, l'amélioration des infrastructures et la sécurité de défense. Maintenant aussi, je pense que la meilleure solution pour que on puisse avoir une cybersécurité au niveau des ports et tout ça, c'est que les entreprises africaines soient beaucoup plus indépendantes dans la télécommunication, c'est-à-dire qu'on puisse avoir notre propre réseau comme Orange, comme ça on aura nous-mêmes notre propre câble marin qui pourront nous permettre de pouvoir gérer la résilience. C'est bon? Ok. Alors, je vais peut-être répondre juste à madame. Allez-y. Merci beaucoup pour l'intervention. Juste pour la centralisation des domaines, pour la centralisation
du CERT, dont monsieur avait parlé, en fait, il faut le voir comme un État. Un État, on ne peut pas avoir plusieurs gouvernements. Donc, il faut la gouvernance de ça. Donc, il faut en avoir un, et c'est le gouvernement qui doit gouverner ça. On ne peut pas laisser les privés gouverner ça, parce que ce n'est pas leur rôle. L'innovation, je suis d'accord. L'innovation, ça sera les entreprises qui devraient faire l'innovation, comme monsieur de Tesla. Et par contre, monsieur de Tesla ne peut pas écrire comment les routes doivent être tracées, à quelle vitesse les avions peuvent rouler, etc. Ça, c'est pas possible. C'est l'État qui fixe ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. Donc, la gouvernance, ça s'applique à tout. Donc, cybersécurité, etc. Donc, l'État doit mettre en place une gouvernance qui va permettre et obliger aux gens de collecter les données, etc. Après, on peut donner à une entreprise privée. Mais si une entreprise privée le fait aujourd'hui, il va violer la loi. Parce qu'il n'a pas le droit de conserver les données du port, etc. Si quelque chose arrive, cette entreprise est responsable sans un accord de l'État. Et bon, je ne sais pas s'il y a une deuxième question, mais c'était juste le point que je voulais clarifier. Sinon, il y a une question là-bas. On va juste prendre une dernière question là, parce que sorry, just to translate. Il y a énormément de just to translate for Okay. We are talking about governance. We were talking about to create one entity for incident and response for the country. And Madame was not in agreement. She was pushing for having small and medium enterprise to lead that. So what I was saying is governance is the power of the state. So the state should be governing that. Even if they push the execution to small and medium enterprise, but governance should be the power of the state. That was, in short, what we were discussing. Thank you, Mr. Wan, for the translation. Histoire un peu comique. Pour terminer cette session, j'ai des bonnes relations avec le port de Rotterdam et le port d'Anvers. Si vous avez des amis dans ces ports, je m'excuse car je vais me moquer d'un de ces deux ports. Le port d'Amsterdam de Rotterdam, pardon, est un des ports les plus automatisés au monde. La présence humaine sur le transport de containers, sur la logistique, sur le contrôle sécuritaire est minime. Vous pouvez marcher des kilomètres durant dans ce port et voir presque personne. On penserait que cela a amené à une réduction progressive mais constante du trafic de cocaïne et des saisies de drogue, ce qui est le cas. Mais pourquoi? En effet, le port de Rotterdam, chaque année, saisit de moins en moins de cocaïne. Ça monte et ça descend, mais c'est une trajectoire descendante. L'analyse du gouvernement néerlandais et de la police du port, c'est qu'ils sont devenus tellement forts, ils attrapent tellement de cocaïne, un pourcentage tellement élevé de la cocaïne qui passe, que les narcotrafiquants sont passés sur des ports plus petits, dans des quantités petites. Cela ne veut pas dire que c'est une alternative ou une solution qui est peu utilisée. Ça veut dire qu'elle est tellement efficace qu'elle déjoue presque tous les mécanismes de sécurité qui existent dans le monde portuaire aujourd'hui. Les scanners de containers ne la détectent pas. Comment est-ce qu'elle est faite? Comment est-ce qu'elle est dissimulée? C'est compliqué, mais je vous le dis brièvement. En Colombie, ou au Venezuela, ou au Brésil, la cocaïne est dissoute. Elle est soit mélangée avec un agent solvant, comme de la peinture ou des molasses, ou elle est imprégnée dans des vêtements, du carton, du papier, du charbon. Ceci, ensuite, ils utilisent un agent masquant pour éviter l'odeur, donc les chiens ne la détectent pas. Et vu qu'elle est liquide, elle évidemment ne se détecte pas au scanner rayon X ou autre. Ça devient, en plus avec le prix de la cocaïne, le prix de la production de la cocaïne baisse, le prix pour la cocaïne dans les marchés destinataires augmente, donc il y a de plus en plus de ressources pour développer cette cocaïne liquide. Et elle peut être développée, elle peut être insérée à n'importe quel stade de la chaîne d'approvisionnement. Donc je vous mets en garde pour ça. Voulant en savoir plus, j'ai contacté le port de Rotterdam et le port d'Anvers. Le port de Rotterdam m'ont ouvert les portes. Venez voir, voilà pourquoi on n'y arrive pas. Ça prend, si on pense qu'il y a un container ou un chargement, ça prend 2 semaines. On est en train d'investir pour un laboratoire mobile dans le port pour accélérer ce processus. Déjà, on ne saisit plus les cargaisons de cocaïne liquide, on les laisse aller jusqu'à terme parce qu'ils ne savent pas jusqu'à où ils vont pour extraire la cocaïne liquide. Donc le port s'est déjà adapté rapidement. Pourquoi? Parce que c'est un port avec des procès excellents. Une formation à travers toutes les agences publiques. Tous les acteurs privés sont mis en garde, ils sont tenus
de faire des déclarations. Port de Rotterdam. Port d'Anvers, à moins de 150 km en Belgique. Je demande à la police fédérale, à la police de la ville d'Anvers, de me laisser accéder au port. Parler à la police judiciaire. Je demande à la police judiciaire, parler à la mairie. Je demande à la mairie, parler à la police du port. Je demande à la police du port me dit non, vous ne pouvez pas rentrer dans le port. Secret d'État. Pourquoi? Je gratte un peu, parce que vous avez contacté la police de la ville d'abord. Donc vous avez bafoué notre honneur. Il en allait de notre fierté que vous deviez nous contacter en premier. Je n'ai jamais pénétré dans le port d'Anvers pour cette investigation. Maintenant, j'ai pu informer des gens sur le port de Rotterdam et ce qu'ils ont fait. Le port de Rotterdam a pu engager des débats là-dessus parce qu'ils étaient ouverts, ils étaient transparents sur une menace qu'ils ne dominaient pas, même s'il en allait de leur fierté. Voilà. Merci beaucoup. Some a little bit more depth. Mon histoire préférée, en 10 ans d'être journaliste et consultant dans la criminalité, c'est une idée qu'a eu le président de l'aéroport de la Guinée française, en Amérique latine. On savait qu'il y avait 3 vols par semaine entre la Guyane française et l'aéroport d'Orly à Paris. 3 vols par semaine. Et que ce vol était un mécanisme constant d'entrée de cocaïne sur l'Hexagone. Et il avait exactement le même souci que vous venez d'articuler, monsieur, qu'il n'avait aucun moyen de détecter ce qu'il y avait dans le corps humain. Donc il a dit, on n'avait même pas de données. Il y avait assez de prises en Guyane et à Paris pour savoir qu'il y avait beaucoup de gens sur ce vol, beaucoup de passagers qui transportaient des petites quantités de cocaïne à l'intérieur de leur corps. Donc il a envoyé un texte, un message à tous les passagers, 24 heures avant les 3 vols, pour leur demander de se présenter 1 heure avant, au lieu de 2 heures, ils devaient se présenter 3 heures avant, pour un contrôle extra sur le trafic de drogue, visant le trafic de drogue. Il n'y avait pas de contrôle, c'était un contrôle inventé. Il a inventé cette technique juste pour voir ce qui se passerait. Est-ce que vous pouvez deviner le pourcentage de passagers qui ne s'est pas présenté? 56%. 56% des passagers ne se sont pas présentés. Des 40 et quelques pourcents qui se sont présentés, encore 15%, on a découvert de la drogue sur ceux qui ont été fouillés. Pourquoi c'est important? La Guyane a une loi que si quelqu'un est pris avec moins de 3 kilos de drogue, il ne sera pas poursuivi en justice. Ils voient ça comme c'est pas intéressant judiciairement. Ce sont des gens qui ont été payés pour transporter de la drogue. Mais c'était une manière innovante d'avoir des infos sur un vol clé. Un vol maintenant qui est clé pour le trafic de drogue aérien entre l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient, c'est les vols entre Lagos, au Nigeria, et l'Arabie Saoudite. Lagos est une plateforme tournante, surtout malheureusement pour beaucoup de pèlerins qui se rendent à la Mecque. Et beaucoup de cocaïne accompagne ces mouvements vers Riyad et d'autres villes en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a été voir les autorités au Nigeria pour leur demander une coopération similaire, pour leur demander des enquêtes avant que les gens embarquent à bord. Je ne sais pas le détail de ce qu'ils voulaient, mais le Nigeria n'a pas collaboré. Le Nigeria n'a pas voulu collaborer, et donc l'Arabie Saoudite a été bafouée en cherchant justement des réponses à ce genre de questions. Je crois que la raison pour laquelle on n'a pas abordé cette problématique, c'est que les problématiques dans les aéroports sont très différentes des problématiques dans les ports. Pour un narcotrafiquant qui veut faire pénétrer de la cocaïne dans un port, c'est Disneyland. Ils ont des centaines d'alternatives pour quelle compagnie, quel container, quel frais. C'est vraiment... Alors que dans un aéroport, surtout un aéroport, on va dire plus petit, la canalisation de la drogue automatiquement dépend de processus, dépend de procédés et de techniques bien définies. On parle beaucoup de la corruption humaine dans les ports, moins dans les aéroports. Mais pour moi, la corruption humaine dans les aéroports est plus critique. Parce que sans la collaboration d'opérateurs dans les aéroports, le trafic de drogue ne passe pas. Simplement ne passe pas. Sauf pour les gens qui malheureusement transportent des petites quantités. Donc pour moi, la problématique dans les aéroports doit commencer par là. La corruption humaine est d'autant plus importante à contrecarrer. En fait, pour les aéroports, il faut noter aussi qu'il y a des normes. Donc, il y a l'OACI qui définit des normes qui sont basiques pour l'aviation civile. Et puis, pour certains pays qui veulent aller beaucoup plus loin, comme les États-Unis, il y a une entité, le TSA,
qui définit des normes qui sont beaucoup plus strictes que l'OACI et qui applique des fouilles extrêmement avancées sur tout, pas seulement sur les passagers comme vous dites, mais sur l'écosystème. Mais cependant, c'est pas infaillible. On a vu, je pense il y a quelques jours, un passager sur le tarmac d'un aéroport en Australie, alors qu'ils sont très stricts aussi, qui était à côté de l'avion, qui était en taxi, qui était en train de rouler. Et il faut apprendre de ça, refaire la boucle, investiguer, voir ce passager ou cette personne qui n'est peut-être pas un passager, où est-ce que cette personne est passée, et refaire, comme vous dites, rechanger les procédures ou les process pour pouvoir éviter cela. Mais les normes existent, hein. Les normes existent et je pense que l'AIBD sûrement applique une norme basique au moins de l'OACI, donc en termes de sécurité de l'aviation civile. Après, des normes comme la norme américaine, ils peuvent l'appliquer pour les vols aux US. Donc ça, c'est les États-Unis qui l'appliquent à la compagnie qui va entrer dans leur territoire, qui sera appliqué au niveau... Mais encore, c'est au niveau des passagers. Après, il y a tout ce qui est autour, où de temps en temps, c'est un peu relaxant, etc. Mais cependant, qui est aussi dangereux, ou même de temps en temps plus dangereux que les passagers. Oui, il y a des aéroports vraiment, quand vous rentrez dans l'avion, vous priez, quoi, et vous baissez la tête. Mais rassurez-vous que je pense que dans pas mal d'aéroports dignes qui veulent se donner, comme le hub de la IBD, il y a ces normes-là qui sont respectées. Après, le ministère ou même Air Sénégal peut demander, donc, dépendant des risques qui sont liés, bien sûr. Donc, le risque, ça peut être la drogue, ça peut être autre chose, ça peut être le terrorisme, ça peut être plein d'autres choses qui sont très contextuelles au pays, peut permettre de définir des réglementations qui sont beaucoup plus poussées et qui vont aller au-delà de ces vérifications-là. Voilà. Oui, M. Chao. Voilà, donc pour répondre à la question de M. Gueye, comme je disais, ce qui a été fait au port dans la direction du digital, c'est le système de management de la continuité d'activité informatique. Maintenant, le port, dans le cadre de son plan de développement, doit mener le système de continuité d'activité du port autonome de Dakar. Donc, pour la continuité d'activité informatique, comme j'ai dit, on a répliqué isoconforme les infrastructures du port IT au niveau du data center de Orange. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a fait le Business Impact Analysis, où on a fait l'analyse de l'impact des systèmes en cas d'indisponibilité. Avec les différents acteurs, on a identifié le recovery objectif et le délai de recovery en termes de données et en termes de délai. Donc, ce qu'on a fait à partir de là, on a exécuté des disaster recovery plans par application. Aujourd'hui, le port autonome de Dakar fait des exercices de résilience des applications financières, de résilience des applications qu'on appelle SIP, Système d'information portuaire. Donc ça, il le fait régulièrement et ce recovery ne dure jamais plus de 4 heures. Et par rapport au Business Impact Analysis qui avait été fait, les métiers sont capables de rester 4 heures de temps sans solution. Donc, pour vous dire que ce qu'on a fait au niveau du port autonome de Dakar, c'est la continuité d'activité informatique, mais le port, dans le cadre de son plan de développement, doit faire le système de management de la continuité d'activité portuaire, qui est beaucoup plus large en fait, qui prend toutes les activités portuaires. Donc, pour répondre un peu aussi à monsieur du Congo, pour lui dire que pour la conformité au code ISPS et que à l'audit des gardes-côtes des États-Unis, le port autonome de Dakar a mis en place un système de surveillance globale, aussi bien de ses infrastructures que de la RAB et des zones concédées, qui permet à travers le centre d'opération portuaire de sécurité de surveiller tout le port avec le système de surveillance. Donc c'est ce que je voulais partager. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Voilà, donc moi je m'appelle Abdelaziz Chao. Je suis à ce forum-là pour partager mon expérience en tant qu'ancien chef de la transformation digitale du port
quand on parle de transformation digitale, le plus important sous ce mot-là, c'est pas le digital, mais c'est le changement de mindset et du comportement pour améliorer les performances. Donc, améliorer les performances doit se faire avec une transition où la sécurité et la défense sont très importants. Donc, aujourd'hui, le port autonome de Dakar, où j'ai été chef de la transformation digitale, a mis en place un ensemble d'outils et de gouvernance de la cybersécurité. Donc moi, je suis en même temps titulaire d'un MBA en cybersécurité et gouvernance des systèmes d'information de l'école de guerre économique. Donc le port autonome de Dakar aujourd'hui a déjà fait ce qu'on appelle une étude ou une analyse du management des risques pour identifier les différents risques IT auxquels le port peut être exposé. Le port autonome de Dakar a aussi mis en place la gouvernance de la cybersécurité avec le système de management de la sécurité informatique et le système de management de la continuité d'activité informatique. Et à travers toutes les couches de défense, le port autonome de Dakar a les outils qu'il faut pour assurer cette défense. Aujourd'hui, il est important pour les ports et pour le Sénégal de mettre en place un centre régional ou un centre national de réponse aux incidents de sécurité. Donc, nous militons à ce que le Sénégal et le port autonome de Dakar, pour tous les ports du Sénégal, mettent en place ce centre de réponse aux incidents de cybersécurité. Aussi que le port de Dakar puisse mettre en place un Security Operation Center, un centre de sécurité opérationnelle pour lutter contre toutes les menaces de cybersécurité. Aujourd'hui, comme vous le savez, la technologie a changé, ce qui expose de plus en plus les ports. Le port, c'est 90% de l'économie du Sénégal. Si le port de Dakar est attaqué, c'est l'économie sénégalaise qui est attaquée. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies comme les drones sous-marins, qui peuvent attaquer nos quais et livrer des drones sous-marins pour mettre des charges, des ogives ou des bombes pour attaquer. Donc, le port de Dakar doit traiter aussi de ces différents outils qui sont sophistiqués, qui permettent de surveiller aussi bien la rade du port que les infrastructures portuaires. Donc, à l'instar aussi du port autonome de Dakar, les échanges au niveau régional doivent se faire en termes d'incidents de sécurité, que aussi bien le Sénégal que la côte ouest africaine partager tous les incidents de sécurité ou cyber pour qu'on puisse avoir des mesures concertées pour assurer que les ports de Dakar ou de la côte ouest africaine sont protégés et que les ports aussi, à travers la mise en place de cyber-range qui leur permettent d'entraîner aussi bien les professionnels que les acteurs portuaires et les employés. Comme vous le savez, pour la cybersécurité, le maillon le plus faible, c'est les employés. Donc, il faudrait des séances de sensibilisation qui permettent d'augmenter la performance et d'augmenter la connaissance des employés sur les faits de sécurité qui se passent et de savoir comment réagir à chaque incident de sécurité. Donc, c'est ce que j'avais voulu partager dans ce moment, pour partager des expériences de cybersécurité et de sécurité pour le port autonome de Dakar et pour tous les ports de la zone ouest africaine. Merci. Abdou Aziz Thiaw, maa nekkoon responsable transformation digitale port ci at yu wees bi léegi nag maa ngi liggéeyee feneen mais dama ñëwoon ci forum bi en tant que membre de l'école de guerre économique am MBA en cybersécurité et gouvernance des systèmes, partager sama expérience ci transformation port numérique bi ñu woon def port jafe yuñ ci mën a am ak yan moyens la ñu mën a def ba protéger port contre les attaques cyber. Donc port autonome de Dakar d'abord dafa
dafa tàmbali si wàllu jumtuwaay yi ñuy protéger contre ay attaques cyber jël si ligne de défense yi ñu wut ay outils yi nga xam ne ñoo ko gën a méngoo waaye aussi gouvernance su cybersécurité dafa important mooy def ba nga xam ne nit ñi tàggat nañ leen si xam lan mooy faay ñu mën a xam spamming duñ ko jotee ñu mën a xam ay tentative de vol de données duñ ko jotee par mail ak yooyu ak wax leen ni ñuy taxawee ci chaque attaque ñu ngi ciy taxawee aussi ñu def ba de telle sorte que port mu dupliquer infrastructure informatique am nga xam ne bu nekkee port bi dañ ko attaqué am na beneen infrastructure bi ñu xam ne ñu ngi ko garder fële ci Orange ci Mbao donc ñu mën a continuer activité portuaire yi donc loolu laa mënoon wax ne ñun tey jii Sénégal dafa war a am benn équipe boo xam ne mooy xeex bés bu amee ay attaques cyber mu mun ko xeex mooy CERT mooy centre d'émergence de réponse aux incidents Sénégal amu ko au niveau national waaw Sénégal nag dafa war a def lépp ba nga xam ne suñu expert cybersécurité yi ñu am yëpp ñu mun a participer ci xeex boobu parce que léegi dangeen xam ne guerre yi nekkatul ay guerre ay bombe ay guerre cyber lay nekk tey jii am na ay drone yu très simple yoo xam ne ay drone sous-marin lañu mën nañ ci def ay bombe ñu attaqué say quai rendre ko indisponible donc ñu rendre indisponible port autonome de Dakar c'est 90% de l'économie du Sénégal qui mooy daanoo donc loolu moo tax il est très important que Sénégal def lépp pour mettre en place ay moyens ay mesures ak ay moyens pour xeex contre les attaques cyber